À la fin de la colonisation, les pays occidentaux vont s'asseoir et signer, un peu comme à Berlin, un document qui s'appelle la Charte de l'impérialisme. Ce document, à l'époque, était très caché pendant longtemps et va se retrouver comme par hasard, en tout cas, au musée de Tervuren en Belgique. Donc aujourd'hui, il est possible d'aller consulter cette charte-là. Donc on n'est pas dans une fake news. Dans cette charte, un article va attirer mon attention et c'est l'article 23 que je vais te lire maintenant. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et de détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Les choses sont claires, ce qui veut dire que tous les présidents africains qui ne seront pas conformes à la volonté de ces pays impérialistes vont subir la rigueur de cette charte-là. Moi, quand j'entends ça, tout de suite, je pense à tous ces présidents qui ont été assassinés en Afrique. Je vais penser à Thomas Sankara, je vais penser à Oumyobé, je vais penser à Sylvanus Olympio, je vais penser à Patrice Lumumba, je vais penser à Sékou Touré, etc., etc. Je vais penser à toutes ces personnes-là qui ont été massacrées, chassées du pouvoir, forcées à l'exil. Je vais penser à toutes ces personnes-là. Je sais, tu me diras, oui, mais Imhotep, ça fait très longtemps. Aujourd'hui, les choses ont changé en Afrique. Chaque président est souverain, chaque pays est souverain, chacun a ses lois, ses militaires, ses forces de l'ordre, sa capacité de se défendre. On a l'Union africaine, ce qu'on n'avait pas avant, qui défend le peuple africain. Ah bon? Ok, bon. Et que tout se passe bien. Les choses ne sont plus comme avant. Moi, quand j'entends cette phrase-là, je pense à 2000. Oui, les années 2000. 2000, le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir. Laurent Gbagbo est le type de président qu'on n'attend pas forcément. Donc, c'est quelqu'un qui va se faufiler comme ça et qui va accéder au pouvoir par surprise. C'est un enfant du peuple, un enfant du pays, qui sera mis au pouvoir à la suite d'une élection assez controversée parce que l'ancien président, le général Gaye, ne voulait pas laisser le pouvoir justement parce que les gens ne voulaient pas d'un professeur, donc le professeur Gbagbo, le professeur Laurent Gbagbo, qui était professeur d'histoire, à la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire qu'on dit être le pilier de la France-Afrique avec le Sénégal. Donc Laurent Gbagbo, il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre compte qu'en fait, énormément de contrats ont été signés avec le premier président de la Côte d'Ivoire et la France. Parmi ces contrats, certains contrats vont attirer notre attention et que je vais vous présenter tout de suite. D'abord, le contrat de la gestion des exploitations pétrolières, contrat qui a été signé entre Total et l'ancien président, le président Henri Konan Bédié. Dans ce contrat, va être stipulé un truc très clair. L'entreprise qui va exploiter a 80% des ressources de cette exploitation contre 20% pour l'État de Côte d'Ivoire. Autrement dit, Total qui vient exploiter le pétrole ivoirien part avec 80% de ce pétrole-là, gratuit, et la Côte d'Ivoire, 20% de ce pétrole-là ou des ressources liées à la vente de ce pétrole-là. Donc ces 20%, les caisses de l'État, 10% et 10% pour l'ancien président. Laurent Gbagbo, quand il va accéder au pouvoir, il va mettre fin à ce contrat-là qu'il va juger scandaleux. Il va alors demander aux représentants de la France, de l'entreprise Total, discussion assez directe. Il va leur dire, c'est notre pays, c'est notre sol, c'est notre sous-sol, ce n'est pas possible ce genre de contrat. Donc moi, je vous propose quoi? La Côte d'Ivoire de prendre 80% justement des ressources de cette exploitation ou de cette exploitation directement et vous, 20%. Chose que l'ambassadeur de France, et ça c'est le président Laurent Gbagbo qui le dit dans une vidéo, l'ambassadeur de France va taper du poing sur la table. En face du président Laurent Gbagbo, il va taper du poing sur la table et il va crier au scandale. Il va s'offusquer en disant « ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal ». Et tout de suite, il va appeler le chef de l'État français, qui à l'époque était Jacques Chirac. Autre contrat qui va attirer notre attention, qui est le contrat de l'exploitation d'un pont. Un pont a été construit sous la présidence du président Houphouët-Boigny, justement, qui s'appelle le pont Charles de Gaulle, donc qui porte le nom d'un ancien président français, et qui était loué par la Côte d'Ivoire à la France. C'est-à-dire que chaque année, la Côte d'Ivoire devait donner de l'argent à la France pour la présence de ce pont-là en Côte d'Ivoire. Pont qui a été construit à l'époque par une entreprise française. Mais ce n'est pas tout. La Côte d'Ivoire devait également louer son palais présidentiel, également à la France. Palais présidentiel qui avait été à l'époque construit par la France. Le président Gbagbo, quand il arrive au pouvoir, il va mettre fin à tous ces contrats.
L'exploitation du courant était également gérée par une entreprise française, Bouygues. Donc, quand le président arrive au pouvoir, à la fin du contrat de Bouygues, il va vouloir renégocier les contrats et il va augmenter le prix justement de l'acquisition de la gestion. Ce qui va mettre en colère Paris. Un an plus tard, un coup d'État en Côte d'Ivoire. Coup d'État qui va parceller le pays en deux. Quelques années plus tard, en 2010, élection, le président Laurent Gbagbo gagne les élections. Mais non, la France, sous Nicolas Sarkozy, nouveau président de la France à cette époque, va faire décoller ses avions après un vote, un accord qui a été signé à l'ONU, va faire décoller ses avions et va bombarder le peuple ivoirien. Beaucoup d'Ivoiriens vont mourir. La résidence du président Laurent Gbagbo sera pilonnée à l'arme lourde, pilonnée par les hélicoptères. Le président Laurent Gbagbo sera sorti de sa résidence présidentielle, je vous dis, sa résidence présidentielle par l'armée française. Il va se retrouver quelques mois plus tard à la CPI, hors de son pays. Il sera acquitté de la CPI, mais sera toujours maintenu hors de son pays. Quand je pense à ça, je pense également au président Kadhafi, président de la Libye, qui, après avoir annoncé ses ambitions pour l'Afrique, qui, après avoir dénoncé certains accords et certaines positions de la France et aussi des États-Unis, va se retrouver, après une longue guerre, assassiné et présenté aux médias comme un chien. Oui, vous l'avez bien compris. Il ne faut pas jouer avec l'impérialisme. Aujourd'hui, mon regard est porté sur l'Afrique de l'Est. Oui, où, bizarrement, en l'espace de quelques mois, 2 présidents de l'Afrique de l'Est vont mourir. Le président Pierre Nkurunziza du Burundi et le président John Magufuli de la Tanzanie. Le premier va mourir, selon les sources officielles, de crise cardiaque. Qu'en est-il du deuxième? Bizarre. Également de crise cardiaque. Chez nous, les Kémites, il n'y a pas de hasard. Donc, je suis allé creuser un tout petit peu pour savoir réellement ce qui se passait. En prenant l'histoire du président burundais, j'ai découvert des choses très intéressantes. Le président burundais a, par exemple, supprimé énormément d'accords qui avaient été signés avec la Grande-Bretagne, les États-Unis. Le président burundais va, pendant la crise du coronavirus, mettre un stop à l'ONU et va renvoyer les experts de l'OMS en charge de la lutte contre le Covid. Il va qualifier leur action d'ingérence dans un pays souverain et il va leur demander de quitter le pays en moins de 24 heures. Chose que l'ONU ne va pas apprécier et va lancer un communiqué via son secrétariat général en disant qu'ils sont profondément choqués et qu'ils regrettent ce genre de pratique. Le genre de pratique. Ils regrettent la décision du président burundais. Quelques mois plus tard, il va décéder de crise cardiaque. En ce qui concerne le président John Magufuli, je rappelle qu'il a également rompu énormément d'accords avec la Grande-Bretagne. Il va imposer des taxes à une entreprise minière anglaise et va lui imposer de payer des milliards au pays, au peuple tanzanien. Le président tanzanien John Magufuli, qui sera surnommé bulldozer par ses nombreuses actions, ses nombreuses constructions en Tanzanie. Il va d'ailleurs faire en sorte que la Tanzanie puisse avoir de nouveaux avions flambant neufs. Il va mettre un système en place pour permettre aux Tanzaniens justement d'avoir beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, ce que son prédécesseur n'avait pas réussi à faire. Le président John Magufuli, pendant la crise du coronavirus, comme le président burundais, va très bien se faire voir. Il va justement critiquer les décisions des experts de l'OMS en Tanzanie pour le Covid. Il va critiquer leur façon de fonctionner et il va justement présenter tous les tests antigéniques comme étant des faux. Il va critiquer l'ONU et sa gestion justement de la pandémie. Quelques mois plus tard, il va mourir tout comme le président burundais, de crise cardiaque. Je ne dis pas qu'ils ont forcément été assassinés, mais à voir la façon dont ils sont morts et à voir de quoi ils sont morts, il faut se poser des questions. Alors, je vais te poser une question. Selon toi, comment les présidents africains peuvent être protégés? Justement, ces présidents-là qui sont contre les forces de l'impérialisme. Comment la population peut protéger ces présidents dits patriotes? Laisse-moi toutes tes idées en commentaire. Je me ferai le plaisir de les lire. Allez, ciao!